Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Sarah, 32 ans, qui est aujourd'hui hantée par le souvenir de son amour de collège. Bonjour Lucille, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, j'habite à Montréal depuis 4 ans. Et si je te laisse un message ce soir, c'est parce que depuis 3 jours, ça va vraiment pas bien dans ma tête à cause d'un rêve que j'ai fait de mon premier amoureux, Mathieu, que j'avais quand j'avais 14-15 ans. On était restés 1 an et demi ensemble, on était un peu le couple du collège et c'était vraiment une très belle histoire. C'est quelqu'un que j'ai énormément aimé. Et il s'est suicidé le jour de ses 19 ans, il s'est pendu. On a tous été assez traumatisés. Moi, j'étais donc plus en couple avec lui, je commençais tout juste un couple avec quelqu'un d'autre, mais ce qui a été particulièrement difficile, c'est que, il y avait eu un laps de temps où on n'était plus en contact et là, on venait de reprendre contact. Quand je suis rentrée le soir, chez moi, après la nouvelle, j'avais un email de lui parce qu'on échangeait, des emails les jours précédents et je consultais pas souvent ma boîte et j'avais un email de lui qui me disait juste, «Ce serait bien qu'on se voit», qui datait de 3 jours. Cette histoire, elle est très grave, très traumatisante, surtout qu'il s'est suicidé le jour de ses 19 ans. Et il n'est pas décédé tout de suite, il a été en coma, puis en état végétatif et il est décédé au bout de 10 mois après son suicide. Et bon, ben, je suis allée aux obsèques avec nos amis et je n'ai pas été le voir à l'hôpital quand il était dans le coma et dans un état végétatif parce que j'avais déjà, moi, de gros soucis familiaux. Depuis plusieurs années, j'ai beaucoup côtoyé la mort, la maladie et je crois que c'était vraiment beaucoup trop. En fait, il y a quelques jours, j'ai fait un rêve, de Mathieu que je revoyais, en fait, des années et des années après. Je lui disais: «Mais tu pas mort, en fait?» et j'étais hyper réjouie de le voir. Il me disait pas grand-chose dans le rêve, mais je ressentais énormément d'amour pour lui. Puis là, au moment de te le dire, tu vois, j'ai j'ai un peu les larmes aux yeux et en fait, ça fait 3 jours que je pleure et que tout me revient, sauf qu'en fait, ça fait 15 ans cette année qu'il s'est suicidé. Ça fait 15 ans et je comprends pas pourquoi tout ça me revient et heureusement, mon copain actuel, le Québécois pour lequel je suis allée vivre à Montréal, depuis 5 ans, me soutient beaucoup et lui, il est pas dans cette jalousie, que qu'ont pu avoir mes ex vis-à-vis de Mathieu. Mais du coup, j'arrête pas de pleurer et je suis très mal et je comprends pas ce qui se passe. Je crois aussi que j'essaie de comprendre pourquoi il s'est suicidé parce qu'on n'a jamais su finalement. Je savais même pas qu'il allait mal dans sa vie. Et en fait, voilà, il y a plein de questionnements, il y a plein d'émotions. Je revis des moments d'adolescence, c'est vraiment, intense. Voilà, j'essaie de comprendre pourquoi c'est un rêve finalement qui a tout fait éclater et là, j'ai l'impression qu'il s'est suicidé il y a quelques jours en fait et mon émotion, elle est aussi vive que ça. Voilà, merci Lucille pour ton écoute. Chère Sarah, votre témoignage, il a réveillé l'un de mes fantômes. Quand j'étais au collège, et alors que j'étais déléguée de classe, un de mes camarades s'est suicidé. Je m'en suis longtemps sentie responsable parce que je voyais dans ma fonction comme une responsabilité du bien-être de mes camarades. Aussi parce que ce garçon, il m'avait avoué un jour avoir des sentiments pour moi et que je n'avais jamais répondu positivement. Et puis le temps a passé. J'ai arrêté de penser à lui. Je l'ai oublié. Entendre votre message m'a fait vivre un moment troublant. J'ai cru le voir, adulte, dans le métro. J'ai fixé de longues minutes la personne en question, jusqu'à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. L'homme n'avait pas la même ligne de mâchoire, ses sourcils n'étaient pas marqués de la même façon. Ce n'était pas lui. Ce n'était de toute façon même pas possible. Votre histoire de fantôme, elle a réveillé le mien. Et je crois que nous sommes beaucoup à composer avec ces fantômes plus ou moins présents. Les miens, comme dans certaines croyances d'Asie, ils m'alourdissent les épaules souvent, et me font baisser la tête. Certains de mes fantômes ne sont même pas des personnes décédées, mais des masques grimaçants, de regret et de culpabilité. Je crois que j'ai appris à vivre avec,
parce que je ne me sentais pas toujours le courage de les affronter. Et puis parfois, quand ces fantômes prenaient trop de place, j'ai choisi des thérapies courtes pour leur retirer du pouvoir sur ma vie. Vous n'êtes pas seule, Sarah. Et cette histoire tragique qui vous hante aujourd'hui, elle n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une punition. Elle fait partie de vous. C'est votre histoire et c'est votre force. Vous êtes vivante et elle vous a construite. Et si vous en avez besoin, vous ne devez pas hésiter à parler à un ou une professionnelle. La vie est trop courte pour qu'on porte nos histoires comme des fardeaux. Pour discuter de deuil, j'ai appelé Sylvie Dezeustre, psychothérapeute à Paris, qui a travaillé pendant 15 ans dans une équipe mobile de soins palliatifs et particulièrement dans l'accompagnement du deuil auprès des familles. Bonjour Sylvie Dezeustre. Bonjour Lucille Belland. Je vais commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que c'est possible pour vous de se voir hanté par une personne décédée qu'on a connue même des années après sa disparition ? Alors oui, c'est possible, parce que le deuil est un processus extrêmement long. D'ailleurs, il y a une partie du deuil au niveau psychique qui est en dehors du temps, et bien évidemment que c'est possible. Et le mot hanté est tout à fait juste, parce que notamment dans l'histoire de Sarah, il y a quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps et qui est un suicide, et notamment dans ce cas-là, on peut dire que oui, c'est possible, tout à fait oui. Quand est-ce que spécifiquement on se retrouve hanté ? Le problème du deuil, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on fait son deuil, parce que faire son deuil, ça voudrait dire que il y a un début et il y a une fin, et qu'à un moment dans la vie, on pourrait se dire ça y est, c'est terminé. Or, ce n'est pas le cas, parce que le deuil vient impacter toute la vie, et la vie ne sera plus jamais comme avant. Donc, il n'y a pas une fin. Alors, si fin il y a, ce serait le moment où on est apaisé avec l'absence de l'autre, justement, cette absence qui devient une présence calme et tranquille. La douleur sera toujours là, toujours dans le deuil. Et ça sera toujours un moment de vulnérabilité. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui se fait comme on fait la lessive. Un deuil, c'est quelque chose qui est présent tout le temps, mais qui, au fur et à mesure du temps, c'est un processus très long et qui se fait en dehors de la volonté. C'est comme une cicatrisation. On ne maîtrise pas sa façon de faire le deuil, en fait. Non, on peut pas le maîtriser parce que il y a quelque chose de très très intense dans le deuil. C'est une douleur de la séparation, et cette douleur-là, c'est aussi tout ce qui nous reste du lien à la personne. Et c'est souvent, c'est pour ça que les gens en deuil, quand on veut les consoler, c'est insupportable. Parce que ce qui leur reste, c'est ce chagrin-là précisément. Alors, vous avez dit que le deuil se faisait de lui-même, mais je crois qu'il a été défini quand même des étapes du deuil. Oui. Est-ce qu'on doit tous passer par ces étapes ? Il y a des étapes du deuil qui ont été définies. Ce sont des travaux qui sont certes très importants, parce que on parle très peu du processus du deuil, alors que c'est en effet un processus qu'on peut décomposer selon certaines phases. Le risque de cela, c'est que à un certain moment, les gens vont se dire là je suis dans cette phase-là, là je suis passé dans cette autre phase-là. Or c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est quelque chose, on peut naviguer d'une phase à l'autre. C'est pas quelque chose de linéaire. Vous voyez, c'est pas quelque chose, on passe d'une phase et puis après à une autre. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Est-ce qu'on est égaux vis-à-vis de ce deuil, justement ? L'égalité dans le deuil, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on est tous des personnes uniques et on a tous une singularité. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Dans une famille, si le papa disparaît, la maman va faire le deuil de son conjoint, les enfants le deuil de leur père. Chaque enfant est singulier et chaque deuil est une histoire singulière, en fait. Il y a à la fois une grande communauté, puisqu'on partage quelque chose de l'ordre de la perte, mais en même temps quelque chose d'un chemin très personnel. Comment on passe l'épreuve d'être confronté à ces fantômes des années après ? Parce que j'imagine que là, du coup, tout est réveillé, tout est encore plus fort peut-être. Comment on gère ça, en fait ? Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que le psychisme est très bien fait, parce que le psychisme, il a une tendance à se protéger lui-même. C'est-à-dire que quand, et notamment dans le deuil par suicide, ce qui est le cas de Sarah, il y a quelque chose d'une forme d'anesthésie émotionnelle quand on a un grand choc. Parce que le suicide est un traumatisme pour les personnes autour. Donc c'est un grand choc. Et ce qui peut se passer, c'est une sidération pendant un certain temps, et même une anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire de ne rien sentir. Et puis, il peut se mettre aussi en place quelque chose qu'on appelle la dissociation. La dissociation, c'est, je sais que quelque chose s'est passé, mais je le mets à côté, et je continue ma vie. C'est pour ça que vous avez des situations dans lesquelles, je sais pas, on a un deuil et puis tout a l'air de se passer plutôt bien en apparence. Et quelques mois après, il suffit que, par exemple, le petit chat se fasse écraser et tout remonte. Mais ça peut être aussi des années après ? Oui, bien sûr.
Et dans ce cas-là, j'imagine que le retour à la réalité est extrêmement violent. On peut dire que c'est violent, mais on peut dire aussi en même temps que peut-être que la personne est prête à affronter cette émotion, ce qui était peut-être pas le cas avant. En fait, on fait vraiment ce qu'on peut. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis toujours un peu dubitative par rapport à ces phases-là. Parce que ça peut mettre les gens dans une forme de pression et dans une forme de conformité aussi. Ah, il faut que je passe par ces stades-là. Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la clinique des gens que je reçois. Quand l'émotion arrive, quand c'est réactivé, c'est peut-être que le psychisme est capable de le supporter à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander d'aide, précisément. C'est peut-être justement à ce moment-là qu'il faut aller creuser la question. Mais il faut se faire confiance. Oui, absolument. Mais vraiment, absolument. On fait vraiment ce qu'on peut. Et il y a une grande bienveillance à avoir vis-à-vis de soi-même, parce qu'on ne fait que ce qu'on peut. Et il n'y a pas à rentrer, encore une fois, dans une forme de norme par rapport à ça. C'est un processus, et c'est pour ça que je trouve ça très très important qu'on puisse parler de ce processus. C'est un processus qui se fait hors de la volonté. C'est pas quelque chose que l'on décide, c'est quelque chose qui se fait. Et on doit s'accompagner dans cette cicatrisation-là. Vraiment, c'est un processus de cicatrisation. Si je me coupe, mon corps va mettre en place plein de choses pour que je guérisse. Et quand j'ai un trauma, il y a quelque chose qui se fige et qui fige la personne, une partie de la personne dans le temps. Et c'est à respecter aussi ça. Mais par contre, ça demande tout un travail aussi d'approche et d'intégration. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que notre psychisme, il fonctionne en intégrant nos expériences. La particularité du trauma et du deuil traumatique, c'est que justement, c'est pas intégrable. C'est tellement énorme qu'on peut savoir que quelque chose est vrai d'un point de vue cognitif, je sais que ça s'est passé, mais émotionnellement, je ne suis pas capable de l'intégrer encore. Et dans ce cas-là, vous conseillez de se faire aider, de se faire accompagner? Alors dans ce cas-là, oui. Si ça prend une dimension telle que le sentiment d'être hanté, on est hanté par des fantômes. Les fantômes, c'est jamais très bienveillant. Et si ça empêche aussi d'avoir une vie relationnelle stable et de continuer à s'épanouir, il y a sûrement une indication à se faire aider, oui. Ou à participer à des groupes de parole, se faire aider par un thérapeute, participer à des groupes de parole autour du deuil. Oui, se faire aider, oui, certainement. La parole peut suffire? La parole peut suffire. Nous avons aujourd'hui des moyens aussi dans tout ce qui est trauma. Nous avons des outils très performants qui sont par exemple le MDR ou ce que je pratique moi qui est une thérapie qui s'appelle l'ICV, c'est l'intégration du cycle de vie, où là on peut aider les personnes à intégrer les événements qu'ils ont vécus. Et aider les personnes, c'est aider leur système neuronal à intégrer ce qu'ils ont vécu et à faire en sorte qu'ils intègrent que c'est terminé. Il y a quelque chose qui est dans le passé. Et ce qu'on essaye d'enlever, c'est la dimension traumatique des choses. On n'enlèvera pas le fait, la douleur, mais la dimension traumatique, elle demeure très active tout le temps, très longtemps. Et c'est ça qui hante les gens, c'est le trauma. La partie qui a été traumatisée, donc sidérée, elle est comme coincée dans les couloirs du temps. Vous voyez, elle n'a pas intégré. Elle n'a pas intégré que c'était terminé. Donc c'est pour ça que vous avez quelque chose qui s'appelle un syndrome post-traumatique, qui se caractérise par, on sait très bien aujourd'hui, par des intrusions, par des rêves. Le fait par exemple de croire qu'on le voit tout le temps. Enfin, vous voyez, des intrusions. Et qu'on ne peut plus dormir, et qu'on évite toute situation, qu'on ne peut plus s'attacher aux gens de peur de les perdre. Tout ça, c'est du stress post-traumatique. Et aujourd'hui, avec des outils comme le MDR ou l'ICV, on peut vraiment aider les patients à retrouver quelque chose, à se remettre au présent et en mouvement. Je vais revenir sur la question finale qui est un peu une question rituelle, mais vous avez des conseils de lecture ou de films sur le sujet du deuil pour des gens qui seraient intéressés par le sujet ou en plein dans cette problématique? Il y a un livre absolument incontournable en la matière qui a été écrit par le docteur Christophe Fauré, qui est un médecin spécialiste du deuil, un psychiatre. Ce livre s'appelle « Vivre le deuil au jour le jour ». Il en a écrit un autre, plusieurs d'ailleurs. Il a écrit beaucoup de livres très intéressants, mais il a beaucoup travaillé autour du deuil et c'est vraiment une référence en la matière. Il en a écrit un autre qui s'appelle « Après le suicide d'un proche, vivre le deuil et se reconstruire ». En termes de films, il y a un film extrêmement intéressant qui a été tourné il n'y a pas longtemps et qui passe beaucoup en ce moment dans plein de salles différentes. Il vient d'être aussi, je pense qu'il est encore visible en replay en ce moment. Le film s'appelle « Et je choisis de vivre ». C'est une jeune femme qui a perdu son enfant et qui va faire une randonnée dans la Drôme et qui va rencontrer des femmes comme elle, des familles comme elle qui ont perdu un enfant. Et en fait, ça peut être vraiment très élargi sur la prise en charge du deuil. Et on voit d'ailleurs le docteur Fauré qui intervient dans ce film. Et c'est vraiment très intéressant à voir pour le deuil des enfants, mais aussi d'un point de vue général. C'est parfait. Merci beaucoup. À très bientôt, Lucie. Au revoir.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le livre « Notre prison est un royaume » de Gilbert Cesbron, une chronique adolescente sous la forme d'une enquête. Un groupe de jeunes garçons cherche en effet à comprendre le suicide d'un ami, et tout en recherchant les raisons, apprennent à le connaître et grandissent. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez chez vous. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.